Bonjour à toutes et tous, soyez bienvenus à ce webinaire proposé par la Direction de la Recherche et de l'Innovation du CSTB. Je m'appelle Vincent Lascaux, j'appartiens à la Direction de la Communication et des Relations extérieures du CSTB. J'ai le plaisir de co-animer ce webinaire avec les équipes de la Direction Recherche et Innovation et de la Direction de l'eau. Alors nous sommes ensemble pour un petit peu moins de 2 heures ce matin pour ce webinaire consacré aux usages parcimonieux de l'eau potable ainsi qu'au recours aux eaux non conventionnelles au sein des bâtiments pour préserver la ressource tout en garantissant la sécurité sanitaire des ouvrages. Nous écouterons 3 présentations qui donneront un aperçu des travaux de recherche du CSTB consacrés à cette thématique. Je vous précise que ce webinaire est enregistré afin de pouvoir proposer un replay. Pour démarrer, vous assisterez à une présentation des enjeux de la feuille de route du projet Gestion des eaux par Anthony Cousinet, chef de division de la direction de l'eau au CSTB. Puis, nous aurons au programme la présentation du projet DROP sur les mesures et l'identification des usages de l'eau, une présentation qui sera assurée par Gaël Bulto, ingénieur recherche et expertise à la direction de l'eau du CSTB. Nous vous proposerons ensuite un retour d'expérience sur la trajectoire de sobriété en eau d'un parc de logement, une présentation d'Hugo Bernard, ingénieur recherche et expertise à la direction de l'eau du CSTB. Et enfin, nous terminerons par une présentation sur la qualité organoleptique comme levier d'adhésion à la réutilisation des eaux usées traitées pour la production d'eau potable, une présentation que nous proposera Gwenaëlle Haz, ingénieure recherche et expertise, elle aussi, à la direction de l'eau du CSTB. Alors, les présentations dureront environ 20 minutes et nous pourrons consacrer 10 minutes aux questions à l'issue de chaque présentation. Les questions seront remontées par Philippe Delpech de la direction de la recherche et de l'innovation, que je remercie d'avance. Alors, quelques petites règles de bon fonctionnement pour ce webinaire. Vos micros devront rester en mode muet pendant toute la durée du webinaire. Merci d'avance. Vous pouvez poser des questions en les inscrivant dans le chat. Et à l'issue de chaque présentation, Philippe pourra lire les questions pour que l'orateur puisse y répondre. Toutes les questions seront archivées et celles auxquelles nous n'aurions pas pu répondre en séance recevront une réponse personnalisée. À l'issue du webinaire, le replay de cette matinée ainsi que les supports de présentation seront mis à disposition. Alors maintenant, je vous propose de passer directement aux interventions. Pour commencer, donc un bref mot d'introduction d'Anthony Cousinet, comme convenu. Anthony, je te laisse la main. Merci Vincent. Je vais partager du coup mon écran pour... Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc à ce webinaire recherche du CSTB dédié aux usages de l'eau à l'échelle du bâtiment et de la parcelle. Je me présente, donc je suis Anthony Cousinet, je suis responsable de la division recherche et innovation au sein de la direction de l'eau au CSTB. Et j'ai le plaisir d'introduire ce webinaire où on va parler ce matin des questions d'usage de l'eau dans le bâtiment, de levier d'économie, de trajectoire de sobriété, de réutilisation, donc au détour de 3 présentations de travaux de recherche. Et avant d'attaquer ces présentations, rapidement, quelques mots d'introduction pour vous dire que ces travaux de recherche, en fait, ils sont menés avec des partenariats extérieurs dans le cadre de projets collaboratifs avec des acteurs économiques, avec des partenaires académiques, avec aussi des industriels. Et ces travaux, ils s'inscrivent plus globalement dans un programme de recherche qui est porté par la Direction de la Recherche et de l'Innovation. Un programme de recherche donc, qui est structuré autour de 5 domaines d'action stratégique. Cette structuration, elle répond à des enjeux de la filière. D'abord, pour répondre à une ambition qui est d'accompagner les acteurs dans la construction de bâtiments et quartiers pour bien vivre ensemble, en déployant des solutions qui sont innovantes et performantes et adaptées aux défis actuels et futurs, sous un impératif qui est celui du changement climatique, avec un défi majeur pour la filière de la construction, qui est de fiabiliser l'acte de rénover et de construire pour améliorer la qualité de nos ouvrages et leur durabilité. Et ce vaste programme, en fait, il faut le réaliser avec un ensemble de ressources pour construire ces bâtiments et les exploiter finis. Ces ressources, elles sont finies, elles sont de plus en plus sous contrainte. Ce qui nous amène finalement à penser ces ressources-là comme des moyens, mais des moyens d'un point de vue éco-conception, d'un point de vue circularité, d'un point de vue réemploi. Et c'est dans ce domaine d'activité stratégique que se posent les questions relatives à la gestion des eaux pour l'exploitation des bâtiments. Ces questions-là, elles se posent finalement, elles sont d'autant plus prégnantes qu'elles se posent dans un contexte de changement climatique,
Et ce changement climatique, il impacte durablement la ressource en eau, que ce soit dans le grand cycle de l'eau ou dans le petit cycle de l'eau. Donc, pour illustrer rapidement l'effet du changement climatique sur la ressource en eau, à gauche, je vous présente une projection en fait, des précipitations à l'horizon 2070, où sur le graphique de gauche, vous avez la représentation à 2070 des précipitations annuelles sur le continent européen, qui révèle en fait la disparité en fait, de la ressource dans l'espace, avec plus de précipitations que l'on connaît aujourd'hui dans les pays du Nord et moins dans les pays du Sud. Et sur la vignette de droite, le même type d'analyse, mais focalisé sur la période estivale, qui cette fois-ci révèle plutôt des disparités dans le temps vis-à-vis de cette ressource en eau, et qui montre à quel point notre territoire métropolitain sera sujet à des tensions sur la ressource en eau, sur ces périodes où on en a finalement le plus besoin. À droite, j'ai rappelé la carte des fréquences des épisodes annuels de restriction d'eau d'une durée de plus d'un mois depuis 2012. Donc ce graphe, c'est sur la période 2012-2020. Et il montre qu'on a déjà un certain nombre de départements qui connaissent ces restrictions d'usage une fois par an ou une à deux fois par an, et qui révèle à quel point ce sujet est déjà ancré sur nos territoires. Donc, face à cette situation, et dans le cadre de la structuration de la recherche au sein du CSTB, on a structuré l'ensemble de nos actions de recherche dédiées à la gestion des eaux dans un projet commun qui a trouvé ses orientations et ses fondements dans les Assises de l'eau 2018-2019, et puis qui a été renforcé par le plan eau 2023, dont certaines mesures, parmi les 53 mesures de ce plan, sont directement en ligne avec les questions que l'on se pose dans ce projet, à savoir la réduction des prélèvements pour tous les acteurs concernés par la question de l'eau, avec un objectif donc à 10%, à moins 10% d'eau prélevée d'ici 2030, la valorisation des eaux non conventionnelles avec le développement de projets de réutilisation, et notamment des projets de réutilisation à l'échelle du bâtiment, pour ce qui nous concerne, avec cette fois-ci un objectif de 1000 projets à l'horizon fin 2027. Et puis l'investissement dans la recherche et l'innovation, qui nous touche directement parce qu'on est acteur de l'accompagnement de l'innovation pour proposer des solutions de gestion innovantes de l'eau à l'échelle du bâtiment. On peut citer notamment les programmes innovaux portés par l'ADEME pour financer ce type d'action. Donc, ces orientations politiques qui ont été un peu le terreau de ce projet gestion des eaux, ils ont des conséquences sur le contexte normatif et réglementaire. Donc, je citerai la réglementation RE 2020, la réglementation environnementale, qui embarque dès à présent une méthodologie d'estimation des consommations d'eau d'un bâtiment neuf pour différents types de bâtiments et qui préfigure des seuils réglementaires à ne pas dépasser pour ces types de bâtiments. Dans le même esprit, il y a la taxonomie européenne, dont un des 6 objectifs concerne la protection de l'eau et fixe des objectifs de sobriété en eau pour certains usages et certains bâtiments. Et puis, il y a le récent décret sur les eaux impropres à la consommation humaine du mois de juillet de cette année, qui ouvre la possibilité à l'utilisation d'eau de qualité différente de l'eau potable pour certains usages, dans certains bâtiments, et qui modifie finalement assez profondément le paradigme de l'eau potable à tous les étages. Donc, à partir de ce contexte général, nos actions de recherche qui s'inscrivent dans ce projet gestion des eaux, elles s'appuient sur différents outils qui sont à notre disposition pour mener ces travaux de recherche au sein du CSTB. La plateforme Aquasim, d'abord, donc un lieu d'expérimentation, de simulation expérimentale de la gestion durable de l'eau à l'échelle du bâtiment et de la parcelle, en conditions réelles et maîtrisées. Le laboratoire Pulse, centré sur l'usager et les usages et leur perception pour associer à la performance des produits la performance en usage. Et puis la base de données nationale des bâtiments qui nous sert à construire des trajectoires, et notamment des trajectoires de sobriété en eau. On en parlera un peu plus tard dans une des présentations.
Ce projet, il est organisé autour de 3 axes structurants. Un premier qui concerne donc l'estimation, l'évaluation, la connaissance de l'empreinte eau du bâtiment pour organiser la sobriété des usages pour l'ensemble du secteur. Il est d'autant plus important, en fait, cet axe-là, qu'il contribue directement à l'impact attendu sur les moins 10% de prélèvements d'eau, car 25% des prélèvements d'eau sont destinés à la production d'eau potable, dont une partie sert pour les usages dans le bâtiment. Donc, on sait qu'un levier ici de gain est directement en prise avec nos usages. Donc, il y aura 2 présentations dans ce webinaire consacré à cette thématique sur la mesure et l'identification des usages et la construction de trajectoires de sobriété à l'échelle d'un parc de résidence. Le deuxième axe du projet gestion des eaux, c'est la notion de circularité de l'eau et le développement de projets de réutilisation des eaux à l'échelle du bâtiment pour sécuriser ces projets, assurer leur intégrabilité dans le bâtiment, s'assurer également de leur acceptabilité sociale auprès des usagers, ceux qui vont consommer l'eau, et leur intérêt économique et environnemental pour la société. Donc l'impact attendu de ce projet-là, il est déjà visible parce que les travaux qu'on a engagés dans le cadre du groupe de travail à l'ASTE sur le recours aux eaux non conventionnelles, dont un des sous-groupes dédiés au bâtiment était co-animé par le CSTB, par Gaëlle Bulto, qui sera une des intervenantes aujourd'hui, a conduit à la rédaction en partie de ces décrets. Donc l'impact, on le mesure déjà. Et ensuite, dans l'accompagnement de ces projets-là sur le terrain et capitaliser les bonnes pratiques, c'est aussi un résultat qu'on attend. Il y aura une présentation qui sera dédiée à ce sujet-là, notamment sur un des leviers pour sécuriser la production d'eau potable, cette fois-ci à l'échelle plutôt territoriale. Et le troisième axe de ce projet-là, dont on ne parlera pas aujourd'hui, mais dont je vous dis un mot, c'est les questions de traitement de l'eau à la source, des eaux usées et des eaux pluviales, pour contribuer à la protection des milieux. J'en ai tout dit pour cette introduction. Je remercie d'avance les intervenantes et les intervenants du jour pour leur présentation et je vous souhaite un bon webinaire. Merci beaucoup Anthony pour cette introduction. Je vous propose maintenant de passer à la présentation du projet DROP. Et donc Gaëlle, c'est à toi, je te laisse la main. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Gaëlle Bulto, je suis ingénieure recherche expertise au sein de la direction de l'eau et coordinatrice du projet DROP. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui en focalisant sur un des aspects de ce projet qui concerne donc la mesure et l'identification des usages de l'eau. Comme l'a précisé Anthony en introduction, donc le plan eau du gouvernement prévoit un volet sobriété avec un objectif de réduction de 10% des consommations d'eau d'ici 2030 et bien sûr tous les secteurs d'activité doivent contribuer. Donc à l'échelle des bâtiments résidentiels, aujourd'hui la connaissance des consommations d'eau repose principalement sur l'analyse de la production et de la distribution d'eau potable par les entités de gestion qui est ramenée au nombre d'habitants desservis. Donc, ces données sont issues donc, de la base de données SISPEA qui est gérée par l'Office français de la biodiversité. Et le dernier rapport de l'Observatoire des services d'eau et d'assainissement donc, indique une consommation d'eau domestique moyenne de 148 litres par jour et par habitant. Toutefois, ces données sont très macroscopiques et partiellement contextualisées et ne permettent pas toujours de comprendre les caractéristiques des consommations d'eau et ni d'expliquer la variabilité observée. Et sur un autre plan, et si on s'intéresse plus particulièrement à la répartition de cette consommation journalière par usage domestique, on se rend compte que les données de répartition qui sont aujourd'hui disponibles ne dépendent ni des territoires considérés et ni des typologies de logements. Si on se réfère notamment aux études menées par le CIO en 2006, pour lequel vous voyez un graphique en bas à gauche avec une certaine répartition par usage. Haute-Paris, en 2017, avait également mené une étude pour mieux connaître la répartition par consommation. Et enfin, le SMEGREG également en 2021. Et donc, ces 3 sources présentent des proportions différentes.
Et à noter que ces 3 études, en fait, sont basées uniquement sur des enquêtes et non sur des mesures réalisées in situ. Donc, le projet DROP vise à apporter des connaissances nouvelles afin d'éclairer l'action publique en matière de sobriété. Il a pour cela 5 objectifs principaux. Le premier est d'actualiser les données de consommation d'eau par personne et par an, donc d'interroger ce fameux 148 litres par habitant et par jour, et également de mettre à jour le référentiel de répartition de cette consommation par usage domestique. Un deuxième objectif consiste à observer les éventuelles évolutions de ces consommations suite à la mise en place d'actions d'économie d'eau et d'analyser également les mécanismes, les leviers et les contraintes. Donc, ces 2 premiers objectifs sont plutôt à l'échelle, on va dire, de l'habitant, de l'usager, et 3 objectifs plutôt à l'échelle des services d'eau. Un troisième, donc, qui est d'utiliser ce nouveau référentiel pour recaler les formules de calcul de débit de pointe utilisées pour le dimensionnement des réseaux. Un quatrième objectif qui consiste à mesurer l'impact de la baisse de consommation sur les services. Et un cinquième qui vise à établir des scénarios prospectifs de consommation et d'investissement pour les prochaines années. Le caractère innovant de ce projet DROP, c'est bien d'interroger les pratiques domestiques de consommation d'eau potable, donc en réalisant notamment des enquêtes, mais en couplant cette approche sociologique à un aspect plutôt métrologique, c'est-à-dire en faisant également des mesures in situ des volumes consommés de façon globale journalière, mais aussi avec une répartition par usage domestique. Et pour cela, 500 ménages vont être instrumentés, répartis sur toute la France métropolitaine, et le suivi de ces consommations d'eau sera réalisé pendant 2 ans. Ce projet DROP donc, est porté par un consortium de 4 organismes de recherche et 21 collectivités partenaires. Le CSTB est coordinateur et collabore avec l'INRAE, l'UMR Passage du CNRS et l'UPR Chrome de l'Université de Nîmes. Les 21 collectivités partenaires qui sont représentées sur la carte que vous voyez à gauche donc sont réparties sur tout le territoire métropolitain et sont représentatives de la diversité des profils, c'est-à-dire qu'on a aussi bien des métropoles que des syndicats plutôt ruraux et avec des services qui peuvent être soit en régie ou soit en délégation de services publics. En plus de la participation financière apportée par les 25 partenaires, le projet DROP bénéficie donc d'un soutien financier de l'Agence de l'eau Adour-Garonne et de l'ADEME. Sur le plan méthodologique, donc, ce projet DROP est organisé en 4 tâches qui sont menées donc, sur une durée de 4 ans, donc de 2023 à 2027. La tâche 1 donc, a démarré en juin 2023 et s'est achevée cet été. Je ne la présente pas tout de suite parce que j'y reviendrai par la suite. Ensuite, nous aurons la tâche 2 qui va consister donc à faire des observations in situ des pratiques et dynamiques de consommation d'eau domestique. Donc, c'est pendant cette tâche que 500 ménages vont être instrumentés donc pendant 2 ans. La première année servira d'année de référence en termes de mesure des consommations d'eau pour regarder notamment l'effet de la saisonnalité sur les consommations. Puis, au terme de la première année, différents leviers de réduction des consommations d'eau seront testés, soit de la sensibilisation, de la distribution de kits hydroéconomes, ou bien d'autres leviers. Et la consommation d'eau sera ensuite suivie pendant 1 an, donc ce sera la 2e année, pour mesurer l'effet de ces différents leviers sur la consommation d'eau. En plus des mesures, donc des enquêtes seront réalisées régulièrement auprès des ménages instrumentés. La tâche 3, quant à elle, donc, vise à étudier l'impact de la baisse de consommation sur les services d'eau et d'assainissement et d'établir également donc, des scénarios prospectifs de demande en eau.
Et quant à la tâche 4, elle vise à assurer donc la gouvernance et la coordination du projet et à valoriser les résultats qui seront obtenus tout au long du projet. Donc, si je reprends le détail de cette tâche 1, donc, qui s'est déroulée au cours de l'année passée, donc elle consistait à explorer, expérimenter des équipements de mesure et mieux connaître le parc des appareils sanitaires électroménagers. Donc, deux objectifs principaux. Un premier qui consiste à catégoriser à la fois la robinetterie sanitaire et appareils sanitaires. Quand je dis appareils sanitaires, c'est plutôt par exemple les WC, et également les appareils électroménagers en fonction de leur consommation d'eau, afin d'estimer les potentiels d'économie d'eau par usage domestique en fonction des caractéristiques de ces différents équipements. Et un autre objectif majeur de cette première tâche consiste à sélectionner la technologie de mesure de consommation d'eau qui sera ensuite déployée dans les différents territoires d'études en tâche 2. Sur le plan méthodologique, donc 4 sous-actions pour cette tâche 1. D'abord, l'élaboration de cette base de données des appareils et robinetteries sanitaires et électroménagers. Ensuite, nous allons procéder à un recensement des techniques de mesure de consommation d'eau aujourd'hui existantes et analyser leurs avantages et inconvénients au regard de l'application qu'on souhaite faire par la suite dans la tâche 2, c'est-à-dire regarder la précision de la mesure, les aspects d'enregistrement, acquisition et enregistrement des données, le côté déploiement à grande échelle, forcément le coût également, et la possibilité d'attribuer la consommation d'eau à un usage. La troisième sous-tâche a consisté à expérimenter en conditions contrôlées quelques techniques de mesure qui avaient été recensées au cours de la tâche 1-2 dans l'équipement Simulome, dans l'équipement Aquasim du CSTB, c'est-à-dire qu'on a mis en place les équipements pour comparer donc, les résultats de ces mesures avec ce qu'on obtenait nous dans notre équipement. Et la dernière sous-tâche a consisté à expérimenter en conditions réelles sur un panel de 10 foyers, donc la technologie de mesure qui avait été sélectionnée au cours de la tâche 1-3. Donc, c'est ce qui va faire l'objet de la suite de la présentation, c'est ce focus sur l'expérimentation sur ce panel de 10 foyers, donc qui avait vraiment pour objectif d'être un test grandeur nature, donc avant le déploiement à grande échelle sur les 500 ménages. Donc, les objectifs, c'était bien d'étudier la faisabilité de la mise en œuvre de la solution de mesure et l'identification des usages, et d'acquérir également des premiers retours d'expérience terrain sur la faisabilité donc, du déploiement de l'instrumentation, si la partie acquisition, analyse de données se passait correctement, l'enregistrement, le retour, et également la relation avec les usagers lors du déploiement. Donc pour ça, différentes actions ont été réalisées. Donc on a d'abord procédé à une sélection des foyers. Donc pour ce premier panel de 10 foyers, donc, nous avons fait le choix d'instrumenter 5 maisons individuelles donc, sur 2 territoires différents et 5 appartements donc, en résidence d'habitation collective et avec des appartements qui avaient également différents modes de production d'eau chaude sanitaire. Ensuite, nous avons mis en place l'instrumentation pour ces 10 foyers, suivi les consommations d'eau pendant 3 mois et également administré un questionnaire aux occupants qu'ils ont complété, et ce qui nous a permis de bien connaître leurs habitudes de consommation d'eau et de pouvoir aussi corréler ces informations avec les données issues des compteurs installés. Ensuite, il y a eu une phase d'analyse de données recueillies via l'instrumentation et enfin une synthèse des retours d'expérience. Donc, à quoi ressemble l'instrumentation qui a été mise en place? Ici, vous voyez donc des photographies de l'instrumentation qui a été mise en place donc, en maison individuelle. Donc, le compteur qui était existant a été remplacé par le compteur communicant équipé d'un module radio. Et pour la transmission des données, on a également besoin d'installer un récepteur. Donc, ici, en l'occurrence, un récepteur solaire
Pour ce premier exemple de mise en œuvre, donc le regard était en béton, le récepteur solaire a été placé à environ 25 mètres et ça n'a pas posé de souci pour la transmission des données. Et autre exemple de mise en œuvre, donc ici on était plutôt sur un regard en fonte situé au niveau de la voirie. Voilà, un regard en fonte et du coup inondable. Et dans ce cas-là, donc le récepteur solaire a été installé en 2 mètres environ, c'est-à-dire plus proche pour s'assurer de la bonne réception du signal envoyé par le module radio. Si je passe maintenant plutôt à l'aspect instrumentation en résidence d'habitation collective. Donc, vous voyez sur la partie gauche, donc les compteurs et les modules radio, donc qui ont été installés donc dans les placards techniques, dans les parties communes de la résidence. Donc, vous voyez sur les cercles en rouge, donc il y a un compteur additionnel qui a été mis en aval du compteur divisionnaire qui était présent. Et les récepteurs solaires, dans ce cas-là, ont été installés dans les puits de lumière de la cage d'escalier de l'immeuble dans lequel les compteurs ont été installés. Alors, si on s'intéresse maintenant à la méthodologie d'analyse des consommations d'eau et particulièrement au volume d'eau consommé. Donc, contrairement aux compteurs qui sont généralement utilisés pour faire la télérelève de compteurs d'eau, donc qui renvoient des signaux plutôt à pas de temps fixe. Les compteurs que nous avons installés donc renvoient un signal pour chaque litre d'eau consommée et avec une indication sur la date et l'heure à laquelle le volume d'eau a été consommé. Donc le graphique vous montre un exemple de cumul du volume d'eau, donc en fonction du temps, et donc la détection des soutirages qui a été faite. Donc l'évolution de ce volume d'eau consommé au cours du temps permet d'identifier et de caractériser des soutirages d'eau. Et les principales caractéristiques donc, de ces soutirages sont l'heure de début et de fin, la durée, le volume et le débit médian. Et ce sont bien ces caractéristiques combinées à la connaissance des postes de consommation d'eau au sein des logements, c'est-à-dire à savoir s'il y a bien un lave-linge, un lave-vaisselle, un évier, enfin voilà, différents postes. C'est bien ces caractéristiques qui ont été utilisées pour identifier l'origine des soutirages. Donc sur cet aspect, donc une fois qu'on a bien détecté les différents événements, c'est-à-dire les différents puisages d'eau, ce qu'on souhaite, vous l'aurez compris, c'est d'aller pouvoir attribuer cette consommation à un usage domestique bien particulier. Parce que notre objectif, c'est bien de pouvoir reconstruire la répartition des consommations d'eau par poste à partir de ces mesures. Et donc, avec un objectif décliné qui est ensuite de pouvoir orienter les actions visant à réduire la consommation d'eau, en termes soit d'équipement ou de sensibilisation. Cette méthodologie d'identification de l'origine des soutirages, donc elle prend la forme d'un arbre de décision, que vous voyez en partie droite de la diapositive, qui est construit à partir des caractéristiques des soutirages que j'ai évoquées juste avant, c'est-à-dire la durée, le volume, le débit. C'est-à-dire qu'on commence par affecter l'ensemble des soutirages à des postes, par exemple douche, évier, donc en fonction du volume. Si on sait que c'est plutôt des volumes, des gros volumes, on va plutôt orienter vers un poste gros consommateur comme la douche, ou bien plutôt des petits volumes, plutôt vers l'évier. Donc on construit comme ça à partir du volume, de l'heure et de la durée du débit. Et ensuite, on utilise donc ces informations, donc plutôt de volume et de débit et de durée, pour identifier les postes qu'on appelle plutôt mécanisés, type lave-linge, lave-vaisselle, WC, qui ont plutôt des signatures vraiment très caractéristiques. Alors, Gaëlle, excuse-moi Oui. de t'interrompre. Il va te rester 4-5 minutes maximum, si Oui. tu peux tenir le timing. Merci. Si je m'intéresse donc aux résultats obtenus sur le panel de 10 foyers, donc vous voyez ici un graphique qui vous montre la proportion de consommation d'eau à attribuer à un événement. Donc en moyenne, on est à 85% d'attribution. Donc si je prends par exemple le foyer 9 en vert,
Donc, ça veut dire qu'environ 92% des usages ont pu être, 92% des événements ont pu être attribués correctement à un usage domestique. En revanche, le foyer 4, en violet, seulement 75% ont pu être attribués. Sur ce graphique-là vous montre la répartition de la consommation d'eau par usage domestique, telle qu'elle a pu être reconstituée pour les 10 foyers échantillons de cette première tâche. Donc, ici, on est à poste douche à peu près à 36%. Le poste évier et lavabo, donc puisqu'on on groupe ensemble ces deux postes, on est à peu près à 25%. Les WC à 18%, machine à laver à peu près à 11%. Pour l'instant, donc ces pourcentages obtenus sont du même ordre de grandeur que ceux indiqués par le CIO en 2006. Donc, en conclusion, voilà, quelques principaux éléments à retenir de ce projet. Donc, le projet DROP, donc, porté par 4 organismes de recherche et 21 collectivités partenaires, qui vise à apporter des connaissances nouvelles afin d'éclairer l'action publique en matière de sobriété, avec le caractère innovant de s'appuyer sur des observations de consommation d'eau réalisées sur 500 foyers, répartis sur tout le territoire métropolitain et qui couplent vraiment des mesures in situ et des enquêtes sur une durée de 2 ans. L'expérimentation préliminaire sur les 10 foyers a été menée au cours de la tâche 1 et elle a permis de sélectionner la technologie de mesure et de valider cette méthodologie d'identification et d'attribution des usages qui est vraiment le cœur de notre projet. Et quant à la suite, au cours de ce dernier trimestre de 2024, donc nous sommes actuellement en phase de recrutement des 500 ménages pour ensuite déployer l'instrumentation au premier trimestre 2025 et démarrer le suivi des consommations d'eau et procéder à la réalisation de l'enquête initiale qui est importante, cette enquête, parce qu'elle va nous permettre de bien connaître les caractéristiques et les pratiques de chaque foyer. Donc, les différents scénarios d'usage au sein du foyer, la composition également de ce foyer et également quels sont les équipements présents dans chacun des logements, puisqu'il est important aussi pour nous d'avoir cet état des lieux initial en termes de composition de foyer et caractéristiques des équipements présents. Et je vous remercie de votre attention et je répondrai avec plaisir aux questions. Merci Gaëlle pour le parfait respect du timing. Effectivement, on va pouvoir passer maintenant, et pour cette présentation, merci aussi bien sûr, on va pouvoir passer maintenant aux questions et réponses. Philippe, peut-être une première question? Oui, alors écoutez, je vais les prendre dans l'ordre d'arrivée, dans le chat. Alors une première question concerne, alors peut-être le savez-vous, mais ça concerne peut-être vos partenaires institutionnels. Quelqu'un nous interroge sur l'existence de démarches qui accompagneraient ce projet de type défi famille. Enfin, il y a eu l'équivalent de famille à énergie positive il y a quelques années qui est organisé par les régions. Alors savez-vous si ce même type de démarche est mis en œuvre en parallèle de ce projet? Alors, il y a effectivement des initiatives dans certaines collectivités qui ont pour but aussi de faire prendre conscience aux différents usagers de leur consommation d'eau. On n'est pas forcément en lien directement avec ces démarches qui ont été initiées dans les différents territoires, mais ça vient compléter effectivement ce qui va être mis en place dans le cadre du projet DROP. Et pour compléter la réponse de Gaël, je dirais que dans le cadre de ces mesures, on ne souhaite pas aller sur un public spécifiquement sensible aux économies d'eau, parce qu'on veut un état des lieux qui se veut assez général et qui inclut toutes les pratiques que l'on peut rencontrer dans les différents types de foyers. Donc, c'est pas un public forcément que l'on cible, des publics qui sont enclins en fait à lancer des démarches de ce type-là, un peu éco-gestes en fait. Ok, très bien. Donc la question suivante concerne le type de bâtiment qui peut être concerné par ce type d'études. Donc là, la personne demande si ça s'étend aussi aux bâtiments de type collectif, écoles, hôpitaux et d'une façon plus générale les bâtiments tertiaires. Alors, pour le moment, le projet DROP est effectivement centré sur les bâtiments résidentiels.
mais c'est une démarche effectivement qui peut être après envisagée pour d'autres types de bâtiments et notamment bâtiments tertiaires, voilà, bureaux, bâtiments d'enseignement. C'est une démarche qui après effectivement on y réfléchit, mais on y Très va bien. étape par étape. On commence déjà par effectivement les bâtiments résidentiels et après effectivement je pense qu'on s'intéressera aussi aux bâtiments tertiaires. Très bien. Donc après, une question qui concerne un poste qui est très consommateur d'eau, ce sont les piscines. Est-ce que c'est pris en compte dans l'étude? Oui, effectivement, ça fait partie, comme on disait, comme je disais, le questionnaire initial a pour but de bien connaître les équipements présents dans chacun des foyers, donc à la fois à l'intérieur de chaque foyer, mais également à l'extérieur, parce que effectivement, s'il y a un potager, s'il y a une piscine, s'il y a beaucoup d'espaces verts, on peut s'attendre à ce que la consommation d'eau liée à ces usages extérieurs soit différente. Donc, ça fait partie effectivement des usages qui seront visés dans le cadre du projet. C'est des postes qui sont assez facilement identifiables sur les lavages extérieurs ou sur les remplissages, les compléments d'appoint de piscine, car ce sont des gros volumes sur des périodes relativement longues, donc c'est assez facile à identifier. Ok, très bien, merci. Donc la question suivante concerne les questions financières, justement. Donc la personne rappelle que certaines copropriétés n'ont pas de compteur individuel par logement. Donc effectivement, ce qui n'incite pas à responsabiliser les usagers. Donc comment est-ce que c'est pris en compte dans l'étude et de quelle façon? Alors, pour l'instrumentation en résidence collective, on a des partenariats avec des bailleurs pour pouvoir aller mettre en place justement une instrumentation spécifique euh, au niveau des appartements afin de pouvoir avoir ces consommations d'eau. Et c'est effectivement notre objectif après, c'est de pouvoir aussi communiquer les résultats pour pouvoir sensibiliser la population au sens large sur ces aspects consommation d'eau, que ce soit aussi bien en maison individuelle que en appartement, parce que c'est vrai que les personnes qui sont avec un compteur collectif, c'est-à-dire qui ne paient pas finalement leur consommation, enfin leur facture d'eau par rapport à leur consommation réelle, ont effectivement peuvent paraître moins Hmm. sensibilisés au sujet. Et c'est pour ça que dans le cadre de la typologie de nos ménages, je ne suis pas rentrée dans ce détail-là, parce que c'est plutôt dans l'objectif de la phase 2, mais nos typologies de ménages ont pour but de représenter la diversité des situations possibles. C'est-à-dire qu'on va instrumenter aussi bien donc des maisons individuelles que des appartements, qui soient situés en milieu urbain ou en milieu rural, avec des Ok, enfants, sans enfants, avec extérieur ou sans extérieur. Et on va également instrumenter voilà, euh, des appartements qui sont soit en compteur collectif, soit en compteur individualisé pour appréhender justement cette notion. Est-ce que si on a connaissance de sa consommation d'eau, est-ce qu'on est plus vigilant ou pas? très bien. Donc la question suivante concerne le type de compteur que vous avez installé, qui donne l'heure et la consommation pour chaque litre d'eau. Donc peut-être vous pourrez aussi compléter la réponse dans le chat, mais si vous pouvez juste commenter brièvement oralement. Alors, le compteur utilisé est un compteur volumétrique classique, au compteur d'eau. Ce qui est innovant, en fait, c'est le module radio qui est clipsé finalement à ce compteur et qui permet d'avoir, comme je disais, la consommation d'eau par litre et pas forcément à pas de temps régulier. Donc, ça nous permet vraiment d'avoir ce détail de la consommation d'eau. Et après, ce module radio donc, transmet ces données à un récepteur qui, après, euh, le récepteur renvoie ces informations vers un cloud, une plateforme dans laquelle vont être enregistrés les différents événements de consommation d'eau et pouvoir être attribués ensuite
à un usage domestique. Mhm. Donc, c'est en termes de déploiement, ça ressemble, enfin, comme vous avez vu sur les photos, à un compteur d'eau classique. Et notre objectif sur cette partie instrumentation, c'était vraiment d'être le moins intrusif possible dans les logements, c'est-à-dire d'éviter d'aller mettre des capteurs au niveau de la douche, au niveau de l'évier, du lavabo, parce que c'est pour le coup très intrusif. Ça peut introduire un biais parce que les occupants auraient pu se sentir un peu espionner, je ne sais pas si c'est bien le terme, mais vraiment suivi de près et introduire un biais quant à leurs habitudes. Donc, l'objectif, c'était vraiment de se situer au maximum à l'extérieur du logement et c'est ce qu'on a retenu avec cette solution-là. Ok, très bien. Donc, la question suivante concerne l'augmentation de la consommation en eau à 148 litres par habitant. Alors, la question, c'est comme l'électroménager est plus économe hein, depuis plusieurs décennies, on a affaire à un effet rebond ou est-ce que vous connaissez les causes de cette augmentation? Les données de prospective, en fait, sur les consommations d'eau, elles sont relativement faibles. C'est aussi un des enjeux de ce travail-là, dans la continuité des données qu'on va acquérir, c'est d'être en capacité de les mettre en perspective de ces données prospectives parce que si effectivement les équipements, et il n'y a pas que les équipements électroménagers hein, d'ailleurs, hein, la robinetterie a aussi fait beaucoup d'efforts sur ces consommations d'eau. La vraie question qui en découle, ce sont les usages. Et c'est bien aussi ça qu'on veut aller investiguer dans le projet Drop, c'est de comprendre les usages et les usagers vis-à-vis de la relation à l'eau. Il y a aussi les usages extérieurs qui peuvent différer. Il y a toujours, comme on disait, de plus en plus de piscines. Donc les usages bougent et c'est ce qu'on va essayer de mesurer dans le cadre de ce projet-là. Ok. Et donc peut-être une dernière question avant de passer à la présentation suivante. La personne se demande si les fuites jusqu'à 20% en distribution sont bien prises en compte dans Je, le calcul des 148 litres. ouais, je vais me Ok. permettre de répondre là-dessus. Ouais. Effectivement, ils sont pas pris en compte hein, les fuites dans ce fameux 148 qui est affiché parce que c'est une donnée globalisée des données 6PA qui sont remontées dans la base de données annuelle. En fait, ces 148 litres, ils proviennent d'une colonne dans la base de données 6PA qui réfère aux usages domestiques. Donc, c'est des consommations qui sont estampillées usages domestiques. Et c'est des comptages qui sont entre des compteurs divisionnaires et les points d'usage. Donc effectivement, il est tout à fait possible qu'il y ait un certain nombre de fuites qui se trouvent entre ce point de comptage et le point d'usage. Mais ces 148 litres qu'on voit régulièrement n'intègrent pas un facteur de correction qui serait d'ailleurs pas 19 ou 20%, mais qui serait une valeur un peu inférieure à ça, qui correspondrait à la zone de canalisation qu'il y a entre le point de comptage divisionnaire pour les usages domestiques et le point d'usage. Ok, merci beaucoup. Écoutez, je pense que je ne sais pas si on a encore le temps de répondre à une question, parce qu'autrement, on avait Peut-être prévu de une dernière répondre éventuellement, à mais vraiment toutes une les dernière. Ouais. questions. En fait, c'est plutôt un commentaire, quelqu'un qui indique qu'il existe des solutions pour taguer les consommations par foyer par minute. Euh, oui, si c'est quand même une question. Oui, non, c'est plus un commentaire. Est-ce qu'il existe donc l'équivalent pour la consommation d'eau qui pourrait compléter la méthodologie que vous êtes en train de créer pour Ouais, identifier les différents postes? Mais j'ai répondu, j'ai déjà ouais, répondu, mais tu as déjà répondu. j'ai répondu dans le chat, effectivement. Malheureusement, l'eau électricité, ça fait pas bon ménage. Et du coup, c'est vrai que toutes les solutions, même type Linky, hein, qu'on connaît sur l'identification des usages de consommation électrique, sont moins développées dans l'eau, dans les gestionnaires et puis les fabricants, parce qu'on n'a pas souvent un point d'électricité au pied du compteur d'eau, hein. Vous avez vu les images de Gaël sur la présentation, c'est assez flagrant hein. Quand on est dans une fosse où on a 10 cm d'eau dans la fosse, effectivement, là, il faut faire avec des solutions de télémétrie qui sont pas toujours facilement déployables à grande échelle. Ok. Alors, Vincent, est-ce qu'on a encore le temps pour une question ou il vaut mieux Alors, qu'on... vraiment une dernière. Ouais. Bon, alors, juste très, très bref sans doute, c'est les personnes qui participaient à l'étude, est-ce qu'elles en avaient conscience et est-ce que ça introduisait pas un biais dans leur comportement de consommation? Alors, pour cette première tâche, une là, sur l'expérimentation pour les 10 foyers, effectivement, les personnes en question avaient, oui, conscience de leur
Mais l'objectif là de cette première étape, c'était vraiment plus de valider tout le côté déploiement et comment dire, méthodologie d'analyse et d'attribution des consommations d'eau à un usage. Pour la suite, donc, la méthode de recrutement va permettre de cibler donc un large panel, on va dire, au sein de la population. Alors, on se doute que peut-être au tout début, quand il va y avoir le déploiement de l'instrumentation, peut-être que les personnes vont peut-être faire attention ou pas. Je ne suis même pas sûre parce que il arrive fréquemment que les services d'eau aillent remplacer le compteur et bon, il n'y a pas forcément après je pense que le naturel et les habitudes reviennent assez facilement et voilà. Je pense pas que L'intérêt de la méthode, c'est qu'elle est non intrusive en fait dans le logement. Tout se passe à l'extérieur du logement. Il y a rien de visible aussi pour conscientiser finalement l'expérience qu'ils sont en train de vivre, quoi. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est un garde-fou dans le cadre de ce travail. Très bien, merci. Bon, je crois qu'il faut qu'on avance sur le Bien programme sûr, du tout à fait. webinaire. Merci Alors, Gaël, peut-être Anthony. Anthony et Gaël, si vous voulez répondre aux dernières questions dans Ouais, le ouais. chat auxquelles on n'a pas répondu oralement. On va faire ça, ouais. Merci Philippe. Tout à fait. Merci à tous et toutes pour vos questions. Merci pour les réponses. Je vous propose maintenant que nous intéressions au retour d'expérience sur la trajectoire de sobriété en eau d'un parc de logement. Et donc, Hugo, je te laisse la main. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Hugo Bernard et je travaille comme ingénieur et recherche et expertise dans la direction de l'eau au CSTB et je vais vous présenter les travaux qu'on a réalisés pour définir la trajectoire de sobriété en eau d'un parc de logement. Donc, l'objectif de ce projet, c'était de constituer des signatures de consommation d'eau de bâtiments à partir de leur typologie. Ces signatures, elles peuvent permettre d'améliorer la connaissance des consommations d'eau d'un parc de résidence en caractérisant la consommation d'eau d'une résidence par ses caractéristiques, en introduisant de nouvelles métriques de consommation d'eau et en positionnant la consommation d'eau d'une résidence à différentes échelles. Ces signatures permettent également de contribuer à tendre vers la sobriété en eau en quantifiant le potentiel d'économie d'eau d'une résidence et les coûts associés pour les investissements qui pourraient permettre d'obtenir des économies, et en identifiant des leviers d'économie d'eau qui soient adaptés aux caractéristiques des résidences ciblées. Donc, le premier travail que l'on a réalisé dans le cadre de ce projet, c'était de identifier les déterminants de la consommation d'eau. Donc, les premiers déterminants qu'on a identifiés, ce sont les caractéristiques des ménages, dans lesquels on va retrouver des variables comme le nombre d'occupants du logement, la présence d'enfants au sein du logement, l'âge moyen du foyer et les niveaux de revenus et d'éducation. La deuxième catégorie, ce sont les caractéristiques des bâtiments, dans lesquels on retrouve des variables comme la superficie du bâtiment, l'année de construction, le nombre de logements au sein du bâtiment et la présence de jardins à l'extérieur des bâtiments. Ensuite, la troisième catégorie, ce sont des informations plutôt géographiques. Donc, est-ce que le bâtiment se situe dans une zone plutôt rurale ou urbaine? Connaître la zone climatique dans laquelle se situe le bâtiment et savoir s'il y a des sources d'eau alternatives à proximité du bâtiment. Et enfin, la dernière catégorie, ce sont les variables relatives au prix de l'eau. Donc, le prix de distribution et de collecte de l'eau potable et le système de tarification de l'eau auquel sont soumises les résidences. Donc, cette liste de variables, elle a été restreinte pour ne sélectionner que les variables qui étaient disponibles sur les données dont on disposait et qui étaient pertinentes pour les résidences qu'on étudiait. Donc, l'objectif que nous souhaitions atteindre à partir des données dont nous disposions, c'était de construire des groupes de résidences à partir de leurs caractéristiques. Donc, quand on cherche à construire des groupes de résidences, il y a plusieurs questions qu'on peut se poser, comme par exemple, comment choisir le nombre de groupes à définir, pourquoi affecter une résidence à un groupe plutôt qu'à un autre, et comment vérifier que les groupes qu'on a constitués soient pertinents. Donc, il y a des méthodes statistiques qui permettent de répondre à ce genre de questions. Ce sont les méthodes de clustering. Donc, c'est des méthodes qu'on appelle non supervisées, puisqu'elles permettent d'assigner un label à chaque individu d'un échantillon. Donc, par exemple, à partir d'un ensemble de points, comme celui qui s'affiche sur la diapositive,
On pourrait définir 3 groupes en regroupant les points proches les uns des autres et affecter à chaque point un label qui correspondrait au groupe auquel il a été assigné. Donc, il y a plusieurs méthodes de clustering qui existent et celle qu'on a choisie, c'est une méthode qui s'appelle les cas prototypes et c'est un mélange de 2 autres algorithmes. Donc, je vais illustrer le principe de fonctionnement de cet algorithme pour expliquer comment sont constitués des groupes. Donc, sur la diapositive, on peut voir 4 nuages de points, bien distincts les uns des autres. Et l'objectif, ça va être de construire 4 groupes, donc un pour chaque nuage de points. Donc, dans la méthodologie qu'on utilise, la première étape, c'est d'initialiser aléatoirement 4 points qu'on va appeler les centres des groupes, qui sont représentés en rouge, en vert, en bleu et en jaune sur le graphique. Et ensuite, tant que ces points vont continuer à bouger sur le graphique, on va répéter les 2 étapes suivantes. Donc la première, c'est d'affecter chaque point au groupe dont le centre est le plus proche. Donc ce qu'on peut voir sur le graphique, c'est que pour chaque point, on a calculé la distance aux 4 centres et on a affecté le point au centre dont le groupe est le plus proche. Donc chaque point a pris la couleur du centre le plus proche. Et la deuxième étape, c'est de mettre à jour les coordonnées des centres pour qu'ils représentent le centre du nuage de points. Donc là, on va faire la moyenne des coordonnées par groupe. Et donc, ce qu'on voit déjà, c'est que les centres se sont rapprochés de chacun des centres des 4 nuages de points. Et ces étapes, on va les répéter jusqu'à ce que les centres arrêtent de bouger. Puisque ce qu'on peut voir, c'est que dans le nuage de points en haut à gauche, il y a encore des points rouges qui sont proches du centre vert. Donc, ils ne sont pas encore dans le groupe auquel on aimerait qu'ils soient. Donc, on répète les 2 étapes précédentes. On réaffecte chaque point au groupe dont le centre est le plus proche. Maintenant, les points qui étaient rouges dans le cadran en haut à gauche sont devenus verts et on met à jour les coordonnées des centres. Donc là, on voit que les 4 centres sont désormais proches du centre de chacun des nuages de points. On va répéter cette étape une dernière fois puisque ce qu'on peut encore voir, c'est qu'il y a 3 points rouges dans le nuage de points en haut à gauche qui sont toujours proches du centre vert, alors qu'ils devraient plutôt être dans le groupe vert. Donc on répète une dernière fois les 2 étapes. Et on obtient en sortie un échantillon de points labellisé. Et si on répétait les 2 étapes qu'on vient de l'algorithme, il n'y aurait aucune modification maintenant. La partition est stabilisée. Donc c'est ce principe qui a été appliqué à un parc de résidence, donc à partir de 3 variables d'entrée qui sont le nombre d'occupants de la résidence, la nature de la résidence, est-ce qu'il s'agissait de résidence individuelle ou collective, et le type de production d'eau chaude sanitaire au sein de la résidence. Est-ce que l'eau chaude était produite individuellement à l'échelle des logements ou collectivement à l'échelle de la résidence? Donc, dans l'exemple précédent, le choix du nombre de groupes, il était assez simple puisqu'on voyait 4 nuages de points bien distincts les uns des autres. En pratique, ce n'est pas toujours aussi évident. Donc, dans le cadre de ce projet, on a choisi de construire 4 groupes de résidence en sélectionnant le plus grand nombre de groupes qui conduit à la plus grande réduction d'inertie. Donc, c'est ce qu'on peut voir sur le graphique à droite de la diapositive. Et on a appliqué l'algorithme pour construire les groupes de résidence à partir des 3 variables d'entrée et pour définir 4 groupes. Donc, les caractéristiques des groupes qu'on a construits dans le cadre de ce projet sont représentées sur le tableau dans la diapositive. Donc, on peut voir que le premier groupe comporte 397 résidences, celui qui en comporte le plus, et le 4e groupe n'en comporte que 18, celui qui en comporte le moins. Et si on regarde la surface habitable médiane, le nombre d'occupants médians et le nombre de logements standards médians pour chacun des groupes, on s'aperçoit que le groupe 1 rassemble plutôt des petites résidences, tandis que le groupe 4 rassemble plutôt des grandes résidences. Donc, ce qu'on appelle le nombre de logements standards, c'est en fait une somme pondérée du nombre de logements d'une résidence par la typologie des logements de la résidence. Donc, on va affecter des poids plus faibles aux petits logements, donc les studios, les T1, les T2, et des poids plus importants aux grands logements, les T4 et les logements de type T5 et plus. Ce qu'on peut aussi dire pour décrire ces groupes, c'est qu'à l'exception du groupe 1, où la production d'eau chaude sanitaire se fait majoritairement de façon individuelle, tous les groupes, toutes les résidences des autres groupes produisent majoritairement de l'eau chaude de manière collective. Et quel que soit le groupe qu'on regarde, il est majoritairement composé de résidences collectives. Et la dernière colonne, elle représente le volume d'eau consommé lors de l'année 2022 par groupe de résidences et la proportion que ça représente à l'échelle du parc.
Donc, une fois les groupes constitués, on a cherché à vérifier la cohérence de ces groupes. Donc, la première approche qu'on a mise en place, c'est d'écrire chacun des groupes pour vérifier qu'ils étaient cohérents et qu'on parvenait à identifier, à leur donner du sens. Donc, à partir du tableau qu'on a vu sur la diapositive précédente, on peut dire que le premier groupe est composé de l'ensemble des résidences individuelles et des petites résidences collectives. Le groupe 2 est composé de résidences de taille intermédiaire. Le groupe 3 se compose de grandes résidences. Et le groupe 4, c'est les 18 plus grandes résidences du parc de logement. Ensuite, on a regardé plusieurs caractéristiques de ces groupes. La première, c'est le nombre d'occupants par groupe de résidence. Alors, le graphique qui s'affiche sur la diapositive, ce sont des boîtes à moustaches. Donc, ça permet de comparer différentes distributions entre elles. Et par exemple, si on prend le rectangle rouge, ce qui est représenté sur ce rectangle rouge, la largeur inférieure du rectangle elle correspond au premier quartile de la distribution. Le trait au milieu du rectangle il correspond à la médiane de la distribution et la largeur supérieure du rectangle au troisième quartile de la distribution. Et ce qu'on peut dire à partir de ce graphique, c'est que les groupes se distinguent de par le nombre d'occupants. Donc, il y a moins d'occupants dans les résidences du groupe 1 que dans les résidences du groupe 4. Le second graphique qu'on a regardé, c'est le type de production d'eau chaude sanitaire par groupe de résidence. Et ce qu'on observe, c'est que toutes les résidences du groupe 1 utilisent un mode de production d'eau chaude sanitaire individuel. Et c'est assez cohérent avec le fait que toutes les résidences individuelles ont été affectées au groupe 1. Et le dernier graphique qu'on peut représenter, c'est la consommation d'eau annuelle par groupe de résidence. Donc, c'est un histogramme des consommations d'eau pour chaque groupe. Et ce qu'on voit, c'est que la consommation d'eau annuelle croît avec la taille des résidences. Et c'est une variable qui n'avait pas été utilisée pour constituer les groupes. Et c'est aussi cohérent avec le fait qu'il y a plus d'occupants dans les grandes résidences que dans les petites résidences. La deuxième approche qu'on a utilisée pour vérifier la cohérence des groupes, c'est de calculer plusieurs indicateurs statistiques. Le premier indicateur qu'on a calculé, c'est l'indice silhouette des résidences. Donc, l'indice silhouette, c'est un indice qui quantifie l'appartenance d'une résidence à son groupe. Plus l'indice est proche de 1, et plus la résidence partage des similarités avec les autres membres de son groupe. Et plus l'indice est proche de -1, et plus la résidence présente des similarités avec des résidences d'autres groupes. Donc, ce qu'on observe sur le graphique, c'est que l'ensemble des résidences du groupe 1 et 2 ont des indices silhouettes qui sont positifs, ce qui semble indiquer qu'ils partagent bien des points communs avec les autres résidences de leur groupe. Et pour les groupes 3 et 4, on observe qu'une majorité de résidences présentent un indice silhouette positif, mais quelques résidences présentent un indice silhouette négatif aussi. Et donc, on pourrait éventuellement réaffecter les résidences avec un indice silhouette négatif dans un autre groupe pour améliorer l'indice silhouette de la partition. Mais d'une manière générale, on obtient un indice silhouette de 0,72 qui semble indiquer que la partition est plutôt cohérente. Et la deuxième approche qu'on a utilisée pour vérifier la cohérence des groupes d'un point de vue statistique, c'est d'essayer de constituer les groupes d'une autre façon, donc en utilisant d'autres méthodes et de comparer les résultats obtenus avec d'autres méthodes. Donc pour ça, on a sélectionné 3 autres méthodes de clustering et 3 critères de comparaison qui permettent de quantifier la similarité de partition. Et comme pour l'indice silhouette, plus l'indice est proche de 1, plus les groupes obtenus avec différentes méthodes sont similaires. Et ce qu'on observe, c'est que l'utilisation d'autres méthodes de clustering conduit à obtenir des partitions similaires. Donc ça semble aussi indiquer que les groupes construits sont plutôt cohérents. Donc ensuite, à partir de ces 4 groupes, on a cherché à calculer des signatures de consommation d'eau des résidences par groupe. Pour ça, on a utilisé la médiane de 3 métriques de consommation d'eau comme signature. Donc la première métrique qu'on a regardée, c'est la consommation d'eau par occupant, qui est la métrique la plus répandue dans la littérature. Et à cette métrique-là, on a également ajouté 2 autres métriques qui sont les consommations d'eau par surface et les consommations d'eau par nombre de logements standards.
L'intérêt d'introduire ces nouvelles métriques, c'est que le nombre d'occupants, c'est une variable qui n'est pas toujours évidente à obtenir, puisqu'il faut faire des enquêtes auprès des occupants des résidences et qui est aussi susceptible de varier dans le temps, donc qui n'est pas forcément évidente à estimer, alors que les surfaces et les nombres de logements standards sont des variables qui varient moins dans le temps et qui sont plus simples à obtenir et qui reflètent aussi l'occupation d'un bâtiment. Donc, sur la diapositive, on peut voir les différentes signatures de consommation d'eau obtenues. Et pour obtenir des signatures qui soient bien distinctes les unes des autres, on a choisi de regrouper les signatures des groupes 2 et 3, puisqu'elles présentaient des métriques de consommation d'eau normalisées similaires. Et donc, pour chacune des 667 résidences étudiées, on dispose de 3 signatures de consommation d'eau qui vont nous permettre notamment d'identifier des résidences avec des consommations d'eau plus élevées ou plus faibles que les autres résidences de leur groupe. Donc, c'est ce qu'on a appelé l'identification des résidences atypiques. Donc, l'objectif, c'est d'identifier des résidences qui présentent des consommations d'eau soit plus élevées, soit plus faibles par rapport aux autres résidences avec des caractéristiques similaires. Donc, pour ça, le critère qu'on a retenu, c'est de considérer qu'une consommation d'eau était élevée si la consommation d'eau par occupant était supérieure à 1,5 fois la médiane de la consommation d'eau par occupant du groupe. Et de la même façon, de considérer qu'une consommation d'eau était faible si elle était inférieure à la moitié de la médiane des autres résidences du groupe. Donc, graphiquement, si on regarde, par exemple, pour les résidences avec la signature 1, donc plutôt les petites résidences qu'on a étudiées, les résidences qui seraient détectées en appliquant ce critère, ce seraient les résidences représentées en violette. Et ce critère, on l'a appliqué avec à chaque métrique de consommation d'eau pour essayer de filtrer les faux positifs. Et on a considéré qu'une consommation d'eau était atypique si au moins 2 métriques vérifiaient le critère retenu. Donc ça nous a conduit à identifier 77 résidences atypiques sur les 667, dont 54 qui présentent des consommations d'eau plus élevées que le reste de leur groupe. Donc ces signatures de consommation d'eau et l'identification des résidences atypiques, ça nous a permis d'introduire une nouvelle échelle pour mettre en perspective les consommations d'eau des résidences. Donc la première échelle à laquelle on peut penser, c'est l'échelle nationale, puisque chaque année, l'Office français de la biodiversité publie un rapport dans lequel il estime la consommation d'eau annuelle moyenne par occupant en France. Donc en 2022, c'était de 54,6 mètres cubes par occupant. Et sur l'échantillon qu'on a étudié, il y avait 41 résidences qui présentaient une consommation d'eau par occupant supérieure à cette moyenne. La deuxième échelle à laquelle on s'est intéressé, c'est l'échelle communale. Donc pour ça, on a été amené à construire une base de données des consommations d'eau à l'échelle des communes à partir des données fournies par l'Office français de la biodiversité. Et dans cette base de données, on a inclus notamment on a cherché à approximer les pertes liées aux fuites d'eau, liées au rendement du réseau. Donc ces pertes, on les a intégrées localement à l'échelle des entités de gestion. Et quand on compare les consommations d'eau des résidences de notre échantillon à la moyenne de leur commune, on identifie 228 résidences avec des consommations d'eau par occupant plus élevées que la moyenne de leur commune. Et enfin, la dernière échelle que l'on a introduite grâce à l'identification des résidences atypiques, c'est de comparer les consommations d'eau de résidence à des consommations d'eau de résidence avec des caractéristiques similaires. Donc, puisque jusqu'à présent, on pouvait potentiellement comparer des consommations d'eau d'immeubles avec celles de maisons individuelles. Et donc, les signatures de consommation d'eau permettent de comparer les résidences avec les mêmes caractéristiques. Donc, on identifie 54 résidences avec des consommations d'eau plus élevées que des résidences aux caractéristiques similaires. Alors Hugo, je me permets de t'interrompre, excuse-moi, il te reste 4 minutes. D'accord, merci. Donc, une fois qu'on a identifié qu'on a calculé les signatures de consommation d'eau, et qu'on a identifié les résidences avec des consommations d'eau plus élevées que des résidences aux caractéristiques similaires, on peut choisir des actions qui sont adaptées à la typologie des bâtiments.
Donc, le premier levier d'économie d'eau qu'on peut proposer, ce serait d'essayer d'identifier l'origine des consommations d'eau plus élevées pour les 54 résidences atypiques détectées. Donc, pour ça, on pourrait proposer une liste de vérifications à réaliser pour essayer d'identifier l'origine des consommations d'eau plus importantes, comme par exemple étudier les relevés de compteurs des années précédentes pour voir si c'est un phénomène récent ou ancien. Rechercher l'absence d'avarie sur les 54 résidences identifiées pour essayer de détecter des fuites ou de remplacer des équipements qui pourraient être vieillissants. Et si aucune fuite n'est détectée, alors on pourrait envisager d'agir à l'échelle des logements en installant des équipements hydroéconomes au sein des logements, qui pourraient permettre de réaliser des économies d'eau et en réalisant des actions de sensibilisation aux usages de l'eau auprès des occupants des résidences concernées. Le deuxième levier d'économie d'eau, il consiste à cibler les 18 plus grandes résidences du parc, puisque ces 18 résidences, elles représentent que 5% de l'échantillon, mais leur consommation d'eau représente près d'un cinquième de la consommation d'eau totale. Donc c'est un potentiel d'économie d'eau qui est important et qui pourrait être obtenu en ciblant un faible nombre de résidences. Et donc le déploiement d'équipements hydroéconomes dans ces résidences pourrait être facilité, notamment grâce aux résultats du projet DROP, où on pourrait cibler les postes qui peuvent conduire aux économies d'eau les plus importantes. On pourrait également s'appuyer sur le classement ECAU pour sélectionner les équipements à remplacer en fonction de leur niveau de performance. Et enfin, dans le cadre de ce projet, on a développé un simulateur du retour sur investissement lié à l'installation d'équipements hydroéconomes. Donc, on pourrait estimer l'échéance du retour sur investissement et les gains, les économies d'eau associées. Donc, pour conclure, les données utilisées dans le cadre de ce projet ont permis de constituer des groupes de résidences à partir de leurs caractéristiques et de vérifier la cohérence de ces groupes, d'introduire de nouvelles métriques de consommation d'eau qui pourraient faciliter la généralisation des analyses sur d'autres échantillons et de comparer les consommations d'eau des résidences à plusieurs échelles. Et l'exploitation de ces signatures de consommation d'eau pourrait permettre d'identifier des leviers d'économie d'eau qui soient adaptés aux caractéristiques des résidences du parc étudié. Donc, je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, je vais essayer d'y répondre. Merci beaucoup Hugo. Effectivement, c'est maintenant le moment des questions-réponses. Philippe, nous t'écoutons. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de questions de la part de l'auditoire, mais du coup, je peux peut-être te demander de préciser certains points de ta présentation, Hugo. Tu as parlé des signatures de consommation d'eau. Alors, est-ce qu'elles peuvent être généralisées à d'autres types de bâtiments? Est-ce que tu peux commenter cela? Oui. Si les bâtiments qui sont étudiés ont des caractéristiques similaires à celles de notre échantillon, on pourrait réutiliser, et se situe aussi dans la même zone géographique, on pourrait réutiliser les signatures qu'on a construites dans le cadre de ce projet. Et sinon, si c'était des résidences situées ailleurs en France ou avec des typologies qu'on ne connaît pas, dont on ne disposait pas dans l'échantillon, on pourrait, sous réserve de connaître les consommations d'eau annuelles et quelques informations sur la typologie des bâtiments, réestimer des signatures de consommation d'eau qui seraient adaptées au parc. Ok. Donc, il y a une question qui vient d'être posée. Est-ce que tu peux dire comment le critère de 0,5 ou 1,05 fois Q0,5 a été défini? Pourquoi 0,5 et 1,05? 1,5, pardon. Alors, initialement, on avait étudié 3 critères différents pour essayer de voir en fait, quelle proportion du parc était ciblée. Et quand on utilisait des critères comme la règle des 3 écarts types, des critères un peu plus restrictifs, on conduisait à isoler très peu de résidences. Et dans le cadre de ce projet, on cherchait plutôt, on va dire, à prendre beaucoup de résidences, identifier beaucoup de résidences, quitte à inclure des faux positifs, et ensuite à les refiltrer au travers d'une autre métrique de consommation d'eau pour chercher à avoir un échantillon de résidences atypiques suffisamment grand pour voir si le critère était déjà
trop restrictif ou non. Mais éventuellement, oui, on pourrait envisager d'autres critères plus restrictifs qui conduiraient vraiment à cibler les résidences qui ont des consommations d'eau beaucoup plus différentes que le reste du parc, ou à l'inverse, choisir des critères plus inclusifs et qui conduiraient à sélectionner une partie plus grande du parc. Bon, après, ça dépend aussi peut-être de la finalité. Ouais, c'est ça, effectivement, c'est un parti pris, quoi. Tu l'as bien résumé, hein. C'est un parti pris qui peut être challengé au regard de la connaissance du parc. C'est-à-dire que les éléments de contexte du parc étudié peuvent nous conduire à modifier ce critère-là. Il n'est pas du tout absolu ni générique, hein. Faut voir que c'est quelque chose qui est adaptable en fonction de la connaissance que l'on a du parc qu'on est en train d'étudier. Et en parlant du parc, juste pour répondre à la personne qui demandait le nombre d'échantillons, on était sur un échantillon de 677 résidences de mémoire. 677, pas. D'accord. Ok, donc c'était la question suivante, effectivement. Donc une autre question, ou peut-être vous pouvez commenter à propos de la tarification différenciée. Est-ce que ça peut être un levier intéressant? Est-ce que Alors, vous avez des éléments de réponse? je ne sais pas trop quoi répondre à ça. La tarification différenciée, donc au niveau Comme- de la régie, au niveau de Alors, l'exploitant, faudrait peut-être alors, en la personne peut savoir un peut-être peu plus. préciser sa question, mais je suppose comme c'est comme un levier d'économie d'eau sur les résidences. Si on parle des modes de tarification alternatifs au prix unique de l'eau que l'on trouve sur certaines régies, on sait que c'est des politiques publiques qui sont déjà engagées sur certains territoires, notamment sur des questions de différenciation du prix suivant la saisonnalité. On a aussi des tarifications sociales qui ont été mises en œuvre il y a quelques années. Il peut y avoir des tarifications à seuil aussi sur des minima de consommation dits non négociables, entre guillemets, sur les besoins d'eau. Donc, la tarification aujourd'hui, son gros souci de mon point de vue, c'est que l'eau n'est pas suffisamment chère, en fait, pour que les notions d'impact économique commencent à être décisifs dans les choix des usagers, comme ça peut être le cas avec le tarif de l'énergie. C'est d'autant plus vrai que lorsqu'on commence à regarder des calculs de retour sur investissement d'équipements de type récupération d'eau de pluie, on est toujours confronté à cette éternelle question de l'amortissement de ces équipements-là au regard du prix de l'eau en France, hein, en France métropolitaine. Donc ça, c'est un vrai sujet, hein. Donc la tarification différenciée, pour moi, c'est une piste, dans le sens où, pour sécuriser un certain nombre d'usages, ça permettrait de rendre finalement viable des solutions d'utilisation alternative d'eau différentes que l'eau potable. Ok, très bien. Donc la question suivante, alors c'est une question qui porte sur la méthode en elle-même. Est-ce qu'elle peut être utilisée par une collectivité ou un syndicat pour améliorer sa gestion des établissements publics ou privés? Je pense que sous réserve de connaître les caractères, disposer de consommation d'eau annuelle et des caractéristiques du parc, comme par exemple la surface habitable ou le nombre de logements des bâtiments, oui, ça pourrait être réappliqué pour, alors, comme je le disais à la première question, selon la localisation géographique et les typologies, soit réexploiter les signatures qui ont déjà été constituées, soit redéfinir des signatures de consommation d'eau pour identifier donc sur le parc en question les résidences sur lesquelles on pourrait agir en priorité pour réduire les consommations d'eau, si elles étaient plus élevées, si on en identifie, parce que peut-être qu'il n'y en a pas aussi. Ok, donc alors le point suivant, alors je ne sais pas si ça s'applique directement à cette présentation, mais c'est à propos des équipements hydroéconomes qu'il est possible de mettre en place. Alors, c'est pas forcément, enfin, je sais pas, peut-être une réponse un peu générale sur l'ensemble des projets. Spécifiquement au travail que Hugo a présenté, Sur ceux qu'on a envisagés dans le simulateur, il y a l'installation de mousseurs au niveau des robinets qui permettent de réduire le débit en sortie. Il y a le remplacement de douchettes, des douches par des douchettes hydroéconomes, donc qui permettent aussi de faire des économies d'eau en réduisant le débit. Et il y a le remplacement des chasses d'eau, donc les chasses d'eau 6-9 litres par des chasses d'eau 3-6 litres qui permettent d'économiser de l'eau à chaque remplissage de chasse d'eau.
Et on a également ajouté un onglet, il y a l'installation d'un récupérateur d'eau de pluie à proximité du bâtiment qui pourra être réalisé si, alors pour les résidences collectives, le souci c'est plutôt la place de stocker le récupérateur, mais s'il y a de la place de disponible à proximité de la résidence, on pourrait envisager d'installer un récupérateur d'eau de pluie qui permet de réduire la consommation d'eau potable pour certains usages. Dans les résidences collectives, notamment, ça peut être le nettoyage des sols, l'arrosage des espaces verts, si voire le remplissage des chasses d'eau si on est prêt à faire des travaux. Très bien. Donc, en fait, tu viens en partie de répondre à la question suivante, hein, qui concerne les conclusions pratiques que l'on peut tirer de ce travail, puisque la personne rappelle que pour elle, il y avait les deux principaux leviers qui étaient les équipements hydroéconomes et puis la sensibilisation des usagers. Ouais. Est-ce que les autres leviers, vous venez d'en parler un petit peu? Non, tout à fait, ça c'est effectivement les leviers. Dans ce travail-là, on n'a pas la prétention de réinventer des nouveaux leviers. Simplement, c'est de les contextualiser aux enjeux du parc qu'on est en train d'étudier pour prioriser en fait le déploiement de ce type de solution et de ne pas distribuer des équipements hydroéconomes de manière complètement aléatoire sur des logements comme ça a pu être fait dans certaines régions et dont les effets n'ont pas pu être mesurés en fait. Donc là, vraiment l'idée, c'est de pouvoir cibler les résidences d'intérêt, mettre en place des leviers qui nous semblent les plus adaptés au regard des usages qui sont concernés par les postes les plus consommateurs, et puis de suivre, car dans la mesure où on a identifié les résidences sur lesquelles on agit, on est en capacité aussi de suivre les effets escomptés pour pouvoir corriger ces trajectoires ou capitaliser sur des méthodes qui fonctionnent bien, quoi, hein, sur des façons de faire en fait qui sont efficaces. Très bien. La question suivante concerne alors, l'implantation géographique des résidences qui ont été incluses dans l'étude. Tu l'as peut-être mentionné rapidement. C'est la région champenoise. Oui, c'était dans l'est de la D'accord. France. L'ensemble Euh, du parc était sur la région champenoise. Très bien. OK. Alors, la question suivante concerne la catégorisation des bâtiments, qui peut être un point d'entrée pertinent pour définir un modèle de tarification, entre parenthèses propre à la catégorie. Est-ce qu'il y a d'autres contraintes à envisager? C'est une bonne question, Mamadou. On aura peut-être l'occasion d'en discuter ensemble parce que sur ce point, en fait, c'est vrai qu'à notre échelle, on la subit plus, en fait, cette donnée d'entrée qu'on est acteur. Donc, on pourra peut-être rediscuter, si tu veux, ensemble de ce point-là, pour savoir quels sont nos leviers, en fait, ou nos contraintes par rapport à des modalités de mise en œuvre, de tarification différenciée. OK, bah, rendez-vous est pris donc avec Mamadou. Et la question suivante concerne les solutions techniques. Enfin, plutôt un commentaire à la part des solutions techniques qui sont intéressantes. Quelles sont les pratiques sur lesquelles il y a, je suppose que ça veut dire il y a matière à sensibilisation? Yael, tu veux répondre à ça? Oui, alors sur le côté, peut-être je peux répondre aussi en lien avec le projet DROP quand j'évoquais les différents leviers qu'on testerait pour la réduction des consommations d'eau. Donc, il y a effectivement deux options, soit la distribution de kits hydroéconomes. Donc ça, c'est effectivement un des leviers qui va être actionné dans le cadre du projet DROP, donc distribuer des équipements hydroéconomes à ceux qui n'en seraient pas déjà équipés pour pouvoir mesurer l'impact pendant la deuxième année sur les consommations d'eau. Et les autres leviers plutôt liés à la sensibilisation, c'est soit nous, dans le cadre du projet DROP, on va leur communiquer de façon plus précise leur consommation d'eau de façon, enfin, en tout cas, ils pourront avoir accès à leur consommation d'eau journalière répartie sur les différents postes d'usage domestique pour voir dans quelle mesure le fait d'avoir une meilleure connaissance de ses consommations d'eau et de sa répartition par usage a une influence ou pas sur ses prochaines consommations d'eau. C'est un premier un levier. Après, c'est
la sensibilisation finalement plus aussi sur les ressources en eau de façon globale en France, spécifiquement dans la région ou dans le contexte très territorial dans lequel le foyer pourrait se situer pour voir s'il y a une prise de conscience un peu plus importante. Et du coup, par exemple, une incidence après sur les consommations d'eau. D'autres actions qui ont pu être menées aussi, qu'on va peut-être tester, c'est, si je prends un titre d'exemple, par exemple, sur une douche, de dire aux gens, bah, voilà, prenez l'habitude peut-être que votre douche ne dure pas plus longtemps que la durée de votre chanson préférée. Bon, c'est une piste, voilà. Alors, je ne dis pas spécifiquement qu'on fera comment dire, ce levier-là, mais c'est voilà, c'est différentes pistes, on va dire, de sensibilisation qui sont à l'étude dans le cadre du projet propre. Et on peut même mentionner l'existence de douchettes qui changent de couleur aussi après une certaine durée. On en avait parlé à Exactement. de la recherche. Là aussi, oui, Euh, effectivement. Vincent, est-ce qu'on a le temps pour une dernière question ou il faut qu'on avance? Alors, oui, mais ce Je- sera la dernière, malheureusement. Ouais. Je répondrai bien aux deux questions Je t'en prie, vas-y, qui sont Vincent. passées. Donc, sur la Anthony. partie utilisation de l'eau de pluie pour alimenter les chasses d'eau, bah, il y avait déjà un arrêté de 2008 qui offrait cette possibilité-là dans un certain nombre de bâtiments. Et aujourd'hui, le décret ICH dont j'ai parlé en introduction réglemente l'utilisation de cette ressource pour l'usage chasse d'eau, donc sans contrainte de qualité d'eau pour un certain nombre de bâtiments. Donc, je vous invite à aller lire le décret et l'arrêté correspondant qui explique bien le contour de l'utilisation de cette ressource alternative. Sur la question des réservoirs de 2,5 litres et 4 litres qui ne sont la plupart du temps pas adaptés au réseau d'évacuation existant, comme le mentionne Monsieur Maître, eh bien, si vous l'avez bien noté, on n'a pas du tout évoqué justement ces dispositifs-là, hein. Hugo a bien mentionné les 3 litres, 6 litres, parce qu'effectivement, on est assez d'accord avec cette remarque-là, qui nécessite nécessairement d'avoir une approche ouvrage quand on s'intéresse à ce type de réduction de volume pour les chasses d'eau, et qui ne peut pas se regarder simplement à l'échelle du produit WC. Parce que, comme vous le mentionnez, effectivement, les réseaux d'évacuation font partie intégrante de l'intégrabilité de ce type de solution. Ça ne veut pas dire qu'ils sont exclus d'avance, mais qui nécessitent d'avoir une évaluation spécifique qui ne rentre pas dans le cadre du DT. Très bien. Écoutez, merci. Je crois qu'on peut clore la séance des questions. Si d'autres questions arrivent, vous répondrez Merci, dans le Philippe. chat. Et puis, on peut dérouler la suite du webinaire. Oui, merci pour ces questions et merci pour les réponses apportées. Je vous propose maintenant d'aborder notre troisième et dernière présentation du jour sur la qualité organoleptique comme levier d'adhésion à la réutilisation des eaux usées traitées pour la production d'eau potable. Gwenaëlle, tu as donc la parole. Bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Gwenaëlle Az, je suis ingénieure recherche et expertise à la direction de l'eau et responsable des activités du laboratoire Pulse. Donc, ce laboratoire s'intéresse particulièrement en fait justement à l'occupant et à son point de vue et sa perception des différents stimuli qui l'entourent. Donc là, aujourd'hui, je vais m'intéresser particulièrement à la qualité organoleptique de l'eau comme levier d'adhésion à la réutilisation des eaux usées traitées pour la production d'eau potable. Donc, le contexte a déjà été bien présenté par Anthony au début du webinaire. Je n'arrive pas à passer les slides. Excusez-moi. Voilà, merci. Donc, le changement climatique, tout le monde en a entendu parler. Et effectivement, l'augmentation de la pression sur les ressources en eau va s'aggraver et avec des risques de pénurie en eau potable notamment. Ces risques de pénurie sont régionalisés. Certaines régions sont plus susceptibles encore d'être impactées par ces pénuries. En particulier la Vendée, on le voyait bien sur la carte présentée en tout début de webinaire, puisque 90% de la ressource en eau de Vendée provient d'eau superficielle et donc qui peut être plus facilement impactée par le changement climatique.
Donc, une alternative sérieuse pour pouvoir renforcer le volume de stockage des retenues, c'est de réutiliser indirectement les eaux usées traitées en sortie de station d'épuration. C'est pour le moment une mise en œuvre qui est inédite en France, hein. Il n'y a pas de projets qui ont pour le moment été mis en œuvre en métropole. Ça a déjà été mis en œuvre ailleurs dans le monde et ça a montré que c'était une possibilité tout à fait intéressante pour réduire enfin, renforcer plutôt le volume des stockages. Mais évidemment, il va falloir évaluer tous les risques induits par ce type de pratique, notamment les risques sanitaires, les risques environnementaux, mais également les risques sociétaux, et notamment en termes d'acceptabilité sociétale de ce type de solution. Donc, comme un des leviers, en tout cas, pour augmenter cette acceptabilité, on a la qualité organoleptique de l'eau, puisqu'on sait que notamment les goûts et odeurs de l'eau font partie des principales raisons pour la non-consommation de l'eau potable en France. Donc, travailler sur cette qualité organoleptique fait partie aussi d'augmenter la consommation de cette eau potable par les usagers. Donc, je vous parlais de la Vendée comme un territoire particulièrement sensible à la pénurie en eau. Et c'est donc la Vendée et Vendéo qui portent le programme Jourdain, qui est en cours de mise en œuvre depuis 2018 et jusqu'en 2027. Ce programme, il consiste en la création d'un démonstrateur, à une échelle réduite permettant le recyclage indirect d'eau usée traitée. Donc, cette eau usée traitée, elle va permettre de recharger la retenue qui permet d'alimenter la station de potabilisation, et elle récupère les effluents d'une station de traitement d'eau usée située au Sable d'Olonne. Il y a une mise en place d'un traitement complémentaire qui est faite en amont de cette recharge finalement, puisque l'eau est déjà enfin, subit des traitements notamment de chloration, ozonation et ultrafiltration, même osmose inverse. Donc au niveau du calendrier de ce projet, depuis l'été 2023, l'unité d'affinage qui permet ce traitement complémentaire est opérationnelle. Depuis novembre 2023, on est passé dans une phase d'observation sur un an complet, avec rejet pour le moment dans l'océan de cette eau traitée pour garantir les performances de traitement. Puis à partir de novembre 2024 et jusqu'en 2027, le fonctionnement avec réinjection de ces eaux dans la retenue du Jaunet sera utilisé pour la production d'eau potable. Et donc, parallèlement à ce projet Jourdain, il a été décidé d'intégrer une brique complémentaire Pulse, du coup, réalisée par le laboratoire Pulse du CSTB à ce programme, pour évaluer la perception de la qualité de l'eau au travers, non pas du côté sanitaire, mais plutôt au travers du ressenti des usagers. Donc, comment est-ce qu'on peut évaluer la perception du goût de l'eau? Le CSTB a mis en place une approche hybride et innovante qui est centrée vraiment sur l'humain. Donc, et ça consiste à recruter un panel d'environ une dizaine d'usagers volontaires qui sont donc inscrits dans cette démarche participative et dans ce projet. Et ils sont aussi sélectionnés pour leur aptitude à discriminer les saveurs dans l'eau et donc à finalement être un bon capteur de la saveur de l'eau, et qui présentent un bon potentiel d'exploitation de leur réponse physiologique, puisque l'originalité de notre approche est aussi de considérer ce capteur humain de par toutes ses composantes, à la fois sa réponse vraiment physiologique. Donc là, on regarde différents paramètres comme par exemple la fréquence cardiaque ou la microcirculation cutanée. On regarde comment il verbalise sa perception à travers le déclaratif et l'approche sensorielle. Donc là, on utilise des descripteurs issus de la roue, des goûts et des odeurs de l'eau. Et on caractérise également le côté plutôt physico-chimique de l'échantillon d'eau qui est dégusté, grâce à une recherche par chromatographie en phase gazeuse, par exemple, couplée à la spectrométrie de masse, pour quantifier des composés aromatiques spécifiques de l'eau, tels que des composés anisole, phénol et hydrocarbures aromatiques polycycliques, donc les HAP. Donc, pour transformer cet individu du panel en capteur vraiment intégratif, on utilise un matériel spécifique pour la mesure physiologique. Pour la fréquence cardiaque, on utilise des électrodes qui sont collées à la fois sur la poitrine et sur la jambe de la personne. Ça nous permet d'avoir un indicateur plutôt d'éveil
ou de relaxation face à un stimulus. La réponse électrodermale, c'est la sudation qui est en général élicitée par un stress et donc qui est un indicateur de l'intensité de la perception ou du stress perçu. Donc c'est un petit capteur, enfin deux capteurs qui sont mis sur l'index et le majeur du sujet instrumenté. Et enfin, on mesure la microcirculation cutanée qui, elle, est plutôt représentative de l'appréciation globale d'un échantillon et qui consiste en un capteur fixé sur le bout de l'index, comme sur la photo que vous pouvez voir. Et tous ces signaux physiologiques sont synchronisés grâce à une centrale d'acquisition qui permet voilà, d'enregistrer tous ces signaux de manière concomitante et de les analyser ensuite. Ensuite, notre capteur humain, une fois qu'on l'a identifié, qu'on sait quoi mesurer sur lui, il faut quand même le calibrer. C'est comme n'importe quel capteur finalement physique de température, par exemple. Et ben là, on a notre capteur humain. Donc pour le calibrer, on définit dans un premier temps des gammes de goût et d'odeur qu'on maîtrise, qu'on connaît bien, et qui vont nous servir à créer une sorte d'échelle d'appréciation des échantillons d'eau, puisqu'on utilise des saveurs basiques qui sont à la fois agréables ou désagréables et à différentes intensités. On utilise également l'odeur de chlore, puisque c'est une des odeurs les plus problématiques, entre guillemets, au niveau de la perception de l'eau. Notre eau de référence, c'est l'Evian. C'est une référence très reconnue dans la littérature, donc elle nous sert de base pour préparer nos échantillons. Et ensuite, on utilise du coup différents produits pour produire les goûts acides, amers, salés, sucrés et chlorés à différents niveaux de dilution qui sont toujours très proches des seuils de détection puisque voilà, les goûts et les odeurs dans l'eau potable sont en général à des niveaux très faibles, difficilement finalement perceptibles et détectables. Ensuite, dans un second temps, une fois qu'on a fait déguster ces échantillons, on analyse la performance de notre panel d'usagers à pouvoir discriminer les différents échantillons. Donc, c'est important qu'ils soient capables de faire des différences, à être répétables d'une fois sur l'autre. Donc, est-ce qu'ils sont capables d'utiliser l'échelle de la même manière pour un même échantillon à chaque fois? Et est-ce qu'ils sont en consensus avec le reste du panel? C'est-à-dire, est-ce qu'ils notent de la même manière ou est-ce qu'ils ont vraiment un avis qui est complètement différent? Et donc, on obtient ce genre de résultats. Donc là, ce sont des boîtes de dispersion qui montrent la disparité finalement des notes obtenues pour chacun des descripteurs qu'on cherche à décrire. Donc, je vous présente là les résultats uniquement pour l'intensité chlorée qui nous intéresse particulièrement et l'appréciation globale. Et donc, ces graphes permettent de voir qu'à la fois, notre panel a été capable de classer nos échantillons chlorés sur une échelle qui va en augmentant avec l'intensité. On a les intensités de 1 à 4, je rappelle, qui correspondent au tableau que j'ai présenté juste avant. Et au niveau de l'appréciation globale, on voit aussi que le fait de panacher notre gamme avec des goûts différents et à des intensités différentes permettent d'avoir une échelle finalement qui balaye toutes les notes de 0 à 10 et vraiment d'avoir des appréciations soit très positives, soit très négatives sur certains échantillons. Donc ensuite, dans une dernière étape, notre objectif, c'est de construire une sorte d'espace de référence à partir de cette calibration pour pouvoir ensuite disposer d'un référentiel pour pouvoir évaluer de nouveaux échantillons que là, on ne maîtrise pas. Donc pour construire cet espace de référence, on se base sur les indicateurs physiologiques qu'on extrait des différents signaux que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc vous avez sur cette slide quelques graphiques qui vous montrent un petit peu la forme des signaux qu'on obtient. Et donc c'est à partir de ces signaux qu'on extrait des paramètres de forme de chaque réponse à chaque stimulus finalement pour chacun des sujets. Et donc ces paramètres de forme sont en général la largeur du signal. Donc on obtient en fait des pics finalement de réponses qui ont une certaine largeur correspondant donc à une durée de perturbation, une valeur maximale donc là, et une amplitude. Donc ça permet aussi de voir l'intensité un peu de la réponse physiologique. L'intégrale, elle prend en compte finalement la durée, l'intensité et le temps pour atteindre la valeur maximale. Donc des fois, on réagit plus ou moins vite en fonction finalement de ce qu'on a pu percevoir. Donc à partir de ces analyses, on commence à rechercher finalement la meilleure corrélation entre ces indicateurs physiologiques qu'on vient d'extraire et l'appréciation globale qu'on cherche à expliquer, et les différentes intensités perçues également, puisqu'on cherche à expliquer l'appréciation et l'intensité perçue. Puis, une fois qu'on a regardé ces corrélations, on essaie de faire
une sorte de carte finalement qui est un résumé de toute la variabilité contenue dans nos données, avec un minimum de dimensions qui seront non corrélées et qu'on appelle composantes principales, puisque la méthode statistique pour arriver à cette carte, c'est l'analyse en composantes principales. Elle permet à la fois d'évaluer des ressemblances entre les individus. Donc, nos individus ici, nous, c'est nos stimuli de référence, ou les eaux qui seront issus des points de prélèvement et qu'on va aller projeter sur cette espèce de référence. Et elle permet aussi d'évaluer les liaisons entre les variables, donc par exemple nos indicateurs physiologiques, mais également aussi d'autres variables illustratives et de faire des corrélations entre les variables. Donc, est-ce que ma réponse physiologique est par exemple corrélée à mon taux de chlore ou à la teneur en composés aromatiques spécifique d'un échantillon. Donc, pour vous montrer, mon animation est dans le mauvais sens, pour vous montrer à quoi ressemble cette carte, je vous présente ici du coup le résultat de l'ACP. Donc, c'est un espace en 2 dimensions. Il y a une première dimension qui est l'abscisse finalement de cette carte et l'ordonnée est la deuxième dimension. Les traits plans correspondent aux variables physiologiques, donc les variables qui ont servi à construire ce plan, et les points situés un peu partout sur la carte sont les stimuli de référence, donc le A pour acide par exemple, le S pour sucré, le N pour salé, le C pour caféine, et donc amer, et le CH pour chloré. Et ensuite, les numéros correspondent aux intensités. Et donc, ça permet de voir qu'avec seulement ces 2 dimensions, on arrive à obtenir une carte qui replace ces échantillons en fonction de la réponse physiologique qu'ils ont induite. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est la corrélation avec l'appréciation globale, notamment qu'on cherche à expliquer, qui est représentée grâce à un trait pointillé vert que vous pouvez voir. J'ai pas entouré, oui, voilà, j'ai des animations, et voilà, et ça, c'est entouré là. Et on voit que cette variable est très corrélée avec la première dimension de l'ACP. Donc, on peut finalement traduire cette première dimension en appréciation globale au travers des réponses physiologiques. Donc, il y a vraiment un lien sur cette première dimension. Et on va l'utiliser ensuite pour évaluer la qualité organoleptique de l'eau. Donc, ce que je vous ai montré là, pour le moment, concerne la première partie de ce graphique, donc la calibration. On a étalonné les réactions des sujets en réponse à des saveurs de base maîtrisées. On a construit cette carte de référence des réponses physiologiques que je viens de vous présenter. Et on dispose également de l'appréciation hédonique, donc l'appréciation globale, hein, c'est vraiment le j'aime, j'aime pas des différentes saveurs de base. Et maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est évaluer les échantillons et pouvoir même construire un indicateur de qualité organoleptique de l'eau représentatif de chacun des échantillons. Donc pour ça, on va regarder la position des points de prélèvement sur cette carte de référence qu'on va aller projeter. Et à partir de cette position, on peut en déduire 2 informations principales. L'évolution de cette qualité de l'eau d'une campagne à l'autre, puisqu'on fait plusieurs campagnes. Donc, d'une campagne à l'autre, le point sur cette carte va bouger et on va pouvoir dire si ça s'améliore ou si ça se détériore. Et on peut ensuite classer également les réponses physiologiques sur une échelle d'appréciation qu'on peut scinder en différents niveaux. Donc, ça peut aller de très agréable à très désagréable, par exemple, en 4 niveaux. Donc, pour créer cette échelle d'appréciation, on passe par une régression entre les notes d'appréciation globale des échantillons des gammes de calibration et leur positionnement sur la première dimension de l'ACP. Et ça nous permet de découper finalement ce plan en 2 dimensions en différentes zones qui correspondent à différents niveaux d'appréciation. Donc, si les échantillons se situent plutôt à gauche de cette carte de référence, on voit que se situent aussi les échantillons déviants d'acides plutôt faibles et de sucrés faibles, donc qui sont plutôt des échantillons appréciés par le panel. Alors, l'échantillon d'eau sera plutôt bien perçu. À l'inverse, s'il se situe à droite de cette carte, donc plutôt du côté salé fort, amer fort ou chloré assez fort aussi, alors l'échantillon ne sera pas bien apprécié. Cette méthodologie, elle nous permet ensuite de prédire une note d'appréciation globale, donc à partir des coordonnées de l'échantillon sur la carte de référence, et de proposer un indicateur qui renvoie à 8 configurations possibles de qualité organoleptique, qui combine du coup l'appréciation globale et l'évolution d'une campagne à l'autre. Donc l'évolution et l'appréciation globale peuvent être positives toutes les deux, et dans ce cas, on est plutôt dans une configuration très positive. L'évolution, elle peut être négative, mais l'appréciation globale restait positive, et dans ce cas, même chose, il n'y a pas
il n'y a pas trop de modifications à prévoir. À l'inverse, si l'évolution et l'appréciation globale sont négatives et que les échantillons sont mal perçus, alors on peut éventuellement penser à des actions correctives. Et de même si l'évolution est positive, mais reste insuffisante pour atteindre une appréciation globale positive. Et dans une dernière étape, et évidemment, on essaie de faire le lien avec les teneurs en composés aromatiques et en chlore qu'on mesure, comme je disais tout à l'heure, par chromatographie en phase gazeuse, pour pouvoir corréler ces concentrations mesurées comme des variables illustratives de l'appréciation globale qu'on aura prédite avec le panel. Donc, en conclusion de cette présentation, notre méthodologie est relativement innovante puisqu'on utilise un panel d'usagers volontaires qui est directement concerné par la démarche et que surtout une combinaison de mesures qui combine mesures sensorielles, mesures physiologiques et mesures physico-chimiques pour quantifier les différentes dimensions de l'appréciation de l'eau potable. Cette méthode, elle est innovante et elle permet surtout d'objectiver l'appréciation globale d'échantillons d'eau qui est plutôt difficile à verbaliser par finalement un consommateur moyen, je dirais. C'est pas péjoratif, mais un consommateur qui a du mal en tout cas à verbaliser son appréciation. Des indicateurs physiologiques permettent d'accéder du coup à une réponse qui est inconsciente, qui n'est pas contrôlée. L'individu, c'est un peu comme un détecteur de mensonges finalement. Il explicite sa perception de cette manière. Et du coup, on peut, comment dire, on peut complémenter la perception qu'on peut recueillir par questionnaire, mais qui est plutôt difficile à verbaliser. Et les mesures sensorielles et physico-chimiques, elles, sont plutôt utilisées comme des variables explicatives et illustratives de cette perception physiologique. Et enfin, on a développé un indicateur de la qualité organoleptique de l'eau qui nous permet de communiquer des éléments sur cette qualité organoleptique qui sont objectifs et vérifiés scientifiquement auprès des usagers. Et enfin, ça nous permet également de disposer de ce fameux levier d'adhésion pour contribuer à l'acceptabilité de ce type de production, puisque si on montre que finalement il n'y a pas d'impact ou même un impact positif de cette réutilisation d'eau usée traitée sur la qualité organoleptique de l'eau, ça ne fera que renforcer finalement l'acceptabilité de ce type de solution auprès des populations et des usagers. Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour des questions. Merci Gwenaëlle. Comme tu l'as dit, nous passons donc maintenant aux questions-réponses. Philippe, nous t'écoutons. Oui, alors il y a une question un peu générale, on y reviendra peut-être ensuite. Je me concentre d'abord sur une question qui correspond directement à ta présentation, Gwenaëlle. C'est à propos du panel de coûteurs d'eau. Est-ce que ça correspond à un panel miroir chez Vendéo, comme cela existe chez les extracteurs de tubes polyéthylène? Et que je compléterai peut-être aussi par le fait que tu as mentionné que c'était un panel d'usagers volontaires. Et donc, de ce point de vue-là, il peut y avoir aussi un biais concernant la représentativité vis-à-vis de la population des usagers. Est-ce que tu peux commenter ce point? Oui, alors sur la représentativité, en fait, c'est pas ce qu'on recherche dans notre panel. On cherche effectivement à avoir des volontaires qui sont inscrits dans cette démarche. Par contre, ça, c'est important et ça fait partie vraiment de nos critères de sélection. Par contre, ils sont effectivement sélectionnés pour leur capacité à être discriminants en termes d'odorat et de goût de l'eau, en tout cas. Et du coup, c'est pas du tout un panel de consommateurs comme on peut faire classiquement en études sensorielles également, où là, on va plutôt aller sur un nombre de participants qui est beaucoup plus grand pour être plus représentatif et avoir une puissance statistique plus grande. Là, on a vraiment un échantillon réduit, mais qui a été sélectionné spécifiquement pour presque être expert, entre guillemets, de la dégustation d'eau. Donc, c'est une autre manière de voir les choses. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les parties de tes questions. Oui, alors il y avait plutôt la question sur le parallèle avec les panels de mis en place pour les extrudeurs de tubes polyéthylène, par exemple. Alors, par contre, je ne connaissais pas cette expérimentation. Je ne connais pas forcément non plus. Écoute, si la personne veut préciser sa question. Ouais. Alors, je ne vois pas de nouvelles questions. Mais peut-être j'ai un autre commentaire pour toi, parce que tu as parlé de l'acceptabilité. Oui. Et donc, forcément, ça a une dimension très psychologique.
et qui ne s'appuie pas forcément sur des arguments rationnels. Alors, comment est-ce qu'on peut s'assurer que les éléments de l'analyse que vous allez produire pourront aider à faire adopter les nouveaux usages de l'eau, et en particulier de l'eau usée traitée? Oui. Bah, comme je le disais, c'est effectivement juste une dimension de ce qui va pouvoir participer à l'acceptabilité. Le reste relève plutôt d'analyses sociologiques, hein, qui sont aussi prévues dans ce projet, puisque toute cette dimension plus psychologique, effectivement, elle peut relever de plein de choses. Elle relève de l'échelle à laquelle aussi on reçoit cette eau. Plus on est à une échelle proche, plus on sait que l'acceptabilité de l'eau, de réutiliser l'eau usée de son voisin va être plus difficile que quelque chose qui va être beaucoup plus dilué finalement sur un territoire beaucoup plus grand. Mais en tout cas, ça apporte une information supplémentaire pour essayer de convaincre finalement que cette modification n'a pas d'impact particulier, en tout cas sur cet aspect-là. Mais voilà, c'est complémentaire. Ok, très bien, merci. Donc je remonte un peu dans le temps, il y a une question un peu plus générale qui ne s'applique pas forcément qui se pose pas que pour toi, Gonel. Je pense que la personne s'interroge sur les traitements d'eau impliqués par l'usage de l'eau de pluie et de l'eau usée. Et la personne rappelait également qu'il y avait un risque de légionnelle lié au stockage de l'eau et qu'en 2023, le nombre de cas avait atteint un record. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Oui, je peux peut-être en parler, parce que je travaille aussi sur ce sujet de la réutilisation d'eau non conventionnelle dans les bâtiments. On a évoqué tout à l'heure l'apparition de deux nouveaux textes au début de cet été, un décret et un arrêté. Donc, le décret fixe le cadre général d'utilisation d'eau impropre à la consommation humaine, donc on va dire d'eau non potable pour raccourcir, et ces nouveaux documents donc, définissent quel type d'eau peut être utilisé pour quel usage, et l'arrêté donne les conditions pour la mise en œuvre ou mise en service et la surveillance de ces installations d'utilisation d'eau non potable. Alors, dans ces textes, il n'y a pas d'exigence en matière de technique de traitement d'eau à employer. En revanche, il y a des critères de qualité d'eau à respecter en fonction de l'usage et en fonction du type d'eau qui est utilisé. Donc, forcément, en fonction du seuil à atteindre, les techniques de traitement d'eau qui permettent d'atteindre ces seuils, forcément, il faut pouvoir les adapter. Donc après, sur le marché, il existe un certain nombre de fabricants qui commercialisent des équipements qui permettent de traiter ces eaux sur la base de différents procédés. Entendu, merci. Et puis, je ne vois pas de nouvelles questions dans le chat. Donc, à moins que vous vouliez apporter des précisions supplémentaires, enfin, je m'adresse à l'ensemble des orateurs. S'il y a une question qui vient d'apparaître, qui concerne la pollution du réseau potable par retour. C'est un des grands écueils à la réutilisation des eaux grises dans les cuvettes. Donc, c'est plus un commentaire. Peut-être si vous voulez apporter aussi une précision. Oui, effectivement, ce phénomène de rupture d'eau, c'est effectivement une des plus grandes craintes, notamment du ministère de la Santé. Dans les nouveaux tests dont on a parlé aujourd'hui, il y a effectivement aussi des prescriptions techniques à respecter en matière de protection des réseaux d'eau pour éviter effectivement ces phénomènes de retour d'eau. Voilà, qui sont des exigences qui sont basées donc, sur le respect des exigences de la norme NFEN 1717, et donc avec une disconnexion par surveillance totale avec garde d'air pour éviter vraiment tout contact possible entre le réseau d'eau potable et le réseau de distribution de ces eaux non potables. Et en ce sens, l'écueil n'est pas tant la pratique de réutilisation des eaux non conventionnelles, mais bien la mise en œuvre des dispositifs techniques qui le permettent. C'est pour ça qu'il faut être assez vigilant sur les points critiques de mise en œuvre de ces installations-là.
Et l'accompagnement de cette réglementation passera nécessairement par des outils d'évaluation de ces systèmes de réutilisation des eaux. Très bien, merci. Écoutez, Vincent, je te repasse Très la bien. parole, parce que je crois qu'on Oui, peut conclure Je te maintenant. remercie, Philippe. OK. Nous arrivons donc au terme de ce webinaire. Comme je vous l'ai dit en introduction, donc les questions qui n'auront pas pu être traitées aujourd'hui feront l'objet de réponses personnalisées. Vous serez par ailleurs destinataire des présentations du jour et nous vous transmettrons le replay dès qu'il sera disponible. Il me reste à vous remercier toutes et tous pour votre présence aujourd'hui. Nous vous tiendrons bien sûr informés des prochaines dates et sujets des webinaires de la direction de la recherche et de l'innovation. Et bien sûr, nous vous transmettrons des informations prochainement sur la journée de la recherche 2025 du CSTB qui se tiendra le 20 mai prochain au SMA BTP sur la thématique de la santé et du confort dans le bâtiment. Merci également aux intervenants et aux équipes de la direction de la recherche et de l'innovation de nous avoir proposé ce webinaire recherche. Et il me reste à vous dire à très bientôt pour un nouveau rendez-vous et vous souhaiter un très bon appétit. Merci encore. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, Au revoir. au revoir. Au revoir.